Suite des programmes de Polytech TV sur Polytech Horizon 2013 avec une émission consacrée aux solutions environnementales pour les secteurs aux enjeux spécifiques. Un titre un peu flou, je dois le reconnaître, mais on va essayer de repréciser tout ça. En fait, l'idée c'est de voir, en prenant deux secteurs, le commerce, commerce distribution et santé hôpital, comment ces secteurs d'activité peuvent agir sur leur consommation d'énergie, sur la gestion des déchets, sachant qu'il existe de fortes marges de progrès et on va le voir avec nos invités. Je voudrais vous les présenter. J'ai d'abord à ma gauche Sophie Gillier qui est la chargée de mission de Perifem. Elle nous dira qui est Perifem. Face à elle, elle a, je vais y arriver, Zélie Gauthier, pardon, qui est responsable département construction et maintenance de CEA, qui est une enseigne bien connue. Et puis Marc Wasilewski qui est secrétaire général du comité pour le développement durable en santé, le C2DS, et qui lui donc représentera tout simplement le monde de la santé. Donc on n'est pas du tout dans une opposition commerce-santé, au contraire, on essaie de trouver des dénominateurs communs, des points communs entre ces deux secteurs d'activité. Sophie Gillier, d'abord un mot de Perifem. Perifem, c'est l'association technique du commerce et de la distribution. Donc ça fait plusieurs années que notre association a choisi d'être présente sur le salon Polytech. Et on le verra au travers de cet échange que nous avons à avoir. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'effectivement aujourd'hui le défi c'est de faire rentrer les solutions environnementales dans tous les métiers, dont celui du commerce et de la distribution. Donc Perifem regroupe 198 sociétés, dont 50 grands groupes du commerce et 6 promoteurs gestionnaires de centres commerciaux. Le reste de nos adhérents, en fait, ce sont tous les partenaires, offreurs de solutions et équipementiers qui accompagnent les magasins, enfin les enseignes, les entreprises de distribution dans la conception, l'amélioration de la conception, de la construction, de l'équipement et de la maintenance des points de vente. Alors ce n'est pas quelque chose de tout nouveau parce qu'on sait que de nombreuses enseignes se sont lancées dans des constructions de centres commerciaux HQE, hein, pour certains, je pense à Système-U, enfin je les cite comme ça mais il y en a eu d'autres, hein, Leclerc notamment, donc c'est pas nouveau chez vous, reste quand même que il y a un gros effort de pédagogie, il y a beaucoup d'investissements à faire parce que même si c'est un petit peu à la marge hein, en termes de pourcentage quand on construit un centre commercial avec des enseignes, il y a quand même un coût supplémentaire, donc il y a un gros travail pour inciter les enseignes à se lancer dans des démarches, alors on va globaliser le développement durable, mais en tout cas dans des démarches d'économie d'énergie, de gestion de déchets, enfin si on reprend les 14 critères du HQE, de faire en sorte qu'effectivement leurs impacts soient limités. Alors, pour répondre à la fois à votre question et puis continuer de présenter Perifem, Perifem, l'acronyme veut dire performance, investissement, fiabilité, économie, maintenance. Donc l'origine de la création de l'association par les directeurs techniques de la distribution, son objectif c'était déjà d'essayer d'intégrer toutes les solutions en matière d'économie d'énergie ou de sécurité, d'équipement, de maîtrise de l'environnement, notamment gestion des déchets, qui étaient déjà connus et qui n'étaient pas forcément dans le surcoût que vous citez, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui méritent avant tout d'être connues et d'être intégrées dans les métiers. Oui, je parlais de l'acte constructif. Là, hein, on peut effectivement faire des choses sans surcoût particulier. Ensuite, effectivement, aujourd'hui, sur l'ensemble du secteur, on a énormément besoin de retour d'expérience sur bon nombre de solutions qui sont mises en place et qui, effectivement, comme toute solution nouvelle, demandent des études assez onéreuses et aussi des solutions qui, au premier abord, ont des coûts. Maintenant, vous parlez de HQE, il est clair qu'au sein de l'association, toutes les grandes cibles de la HQE sont représentées dans des groupes de travail. Mais il va y avoir la nécessité de hiérarchiser selon les projets et selon les types d'enseignes, selon les types de commerce, les impacts environnementaux qu'on va privilégier dans leur maîtrise, dans leur gestion. Et ça va être particulier à chaque entreprise et à chaque projet. Zélie Gauthier, je le disais, vous êtes responsable département construction et maintenance de CEA. Alors pourquoi vous êtes ici sur ce plateau? Tout simplement parce que ce matin avec Perifem, vous avez visité et fait visiter à d'autres membres de Perifem le nouveau centre commercial Aéroville qui est juste à côté de Paris-Nord-Villepinte, qui a été construit par le groupe Unibail, qui est spécialiste des centres commerciaux dans le monde. Et donc vous allez témoigner pour nous de ce que CEA a fait
seul et de ce que CA a fait en fonction du cahier des charges du promoteur, c'est ça, hein? Oui, il y a l'aspect travaux, effectivement. Donc nous, on n'est que locataire, donc on s'inscrit dans notamment le bail vert d'Unibail avec leur label BREEAM qui nous impose un certain nombre de choix techniques. Donc on a respecté leur demande de niveau de puissance installé au niveau éclairage. Comme nous, chez CA, on a aussi une démarche environnementale au niveau du groupe. De toute façon, on l'a respectée, donc tant mieux pour nous. Maintenant, il y a tout un système d'organisation aussi de l'exploitation après coup, parce que la construction, c'est un acte relativement bref. Derrière, il y a l'exploitation pour les dizaines d'années qui arrivent. Et donc là, c'est également un enjeu parce qu'il y a la réglementation qui ne cesse d'évoluer. Il y a les coûts qu'il faut maîtriser de plus en plus. Donc, on a un certain nombre d'actions et de démarches à généraliser sur l'ensemble de notre parc. On a 150 magasins aujourd'hui en France. Donc c'est la gestion d'un réseau sur le territoire français, ce qui nécessite une organisation plus complexe que quand on est sur un site posté. Voilà. Alors 150 magasins pour CA, 180, c'est ça, membres pour Perifem, Sophie. Donc on voit bien les enjeux, hein, et quand vous dites membres, il y a des grosses enseignes chez Perifem. Marc Wasilewski, vous êtes, je le disais, secrétaire général du comité pour le développement durable en santé. Je vais faire un parallèle, c'est un petit peu le même travail que vous faites pour Perifem, que Perifem, mais ce coup-ci en direction du monde de la santé et des établissements de santé. Oui, vous avez raison, on peut faire plein de parallèles. On ira peut-être un peu plus loin, des raisons de s'engager. Alors 1 200 000 salariés, on va peut-être pas en parler tout de suite, mais c'est aussi le volet social, pour nous très très important. C'est de l'éducation à la santé. C'est demain effectivement l'avenir de nos enfants. Mais derrière tout ça, 800 000 tonnes de déchets, c'est ce que produit l'hôpital tous les ans. C'est 13%, même aujourd'hui on pense 14% de la consommation énergétique du secteur tertiaire, ce qui est énorme. Un chiffre qui va vous parler, l'hôpital est propriétaire à des bâtiments fonciers qui sont supérieurs à ceux finalement de l'État. Et aujourd'hui donc des bâtiments qui sont anciens. Mais on a aussi, j'ai entendu parler de HQE, le C2DS a comme vice-président le directeur du CH d'Alès, premier hôpital entièrement HQE construit en France. Donc plein d'initiatives, plein de raisons finalement de s'engager. Je suis aussi président d'un service de santé au travail. Le mal-être de la profession, alors moi j'y reviens souvent, mais c'est aussi un problème et une de nos caractéristiques. Comment pouvons-nous imaginer être bien soignés demain, finalement, par des professionnels qui vont aussi mal? Et quand on dit qu'ils vont mal, ça vient effectivement de conditions de travail, mais ça vient aussi de milieux de travail, ça vient aussi, vous parlez de lumière, on a commencé à intégrer la luminothérapie, elle existe. On fait rentrer l'écomédecine, de nouvelles techniques, de nouvelles technologies. Mais derrière tout ça, il y a notre réalité, celle du bloc opératoire, celle de nos déchets, celle de la vie de tous les jours. Des établissements exemplaires, 31 filières de tri de déchets à l'hôpital d'Angoulême, 2 filières dans certains cas, des systèmes d'approvisionnement complètement inadaptés. Et puis surtout, moi je voudrais remercier Polytech de cette initiative et de cette idée de mettre la santé finalement en avant. Santé-environnement, on fait tous le lien aujourd'hui. Progression des cancers d'une manière spectaculaire. On le sait qu'aujourd'hui, la plupart des cancers sont environnementaux. Toutes ces maladies, c'est 80% des dépenses de sécurité sociale. C'est donc finalement une grosse part de notre endettement aujourd'hui. Donc voilà, plein de solutions à mettre en commun, à partager finalement. Et donc on est preneur de toutes les bonnes idées. Alors est-ce que immédiatement comme ça, vous voyez un parallèle entre les établissements de santé, entre ce que vous voulez dire, peut-être en mettant le volet social, et on y reviendra ensemble à la fin de côté et voir les impacts environnementaux. Est-ce que vous trouvez tout de suite des points communs avec le commerce, avec la distribution? L'économie d'énergie, c'en est une. 2 milliards d'euros à peu près pour l'hôpital de dépenser tous les ans en énergie. 30% d'augmentation de prévu dans les 3 prochaines années. On est preneur de toutes les idées existantes. Notre première lacune dans le monde hospitalier, c'est qu'on ne mesure pas. Finalement, on a une mesure globale pour l'établissement, mais on ne sait pas où sont les consommations prioritaires. Il n'y a pas de sous-compteur, il n'y a pas eu d'adaptation à l'origine. Les sous-compteurs, c'est cher. On ne sait pas faire et on ne sait surtout pas anticiper. Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez le principe des budgets. On s'occupe de gérer finalement au mois le mois et on n'est pas capable de se projeter à 30 ans ou 40 ans.
J'explique toujours que d'avoir un long terme, c'est s'offrir un court terme, mais d'avoir un court terme, ce n'est en aucun cas prévoir son long terme de demain. Mais c'est difficile dans notre système de gestion aujourd'hui. Voilà, on rentre dans le cœur du sujet, c'est finalement le nerf de la guerre. Effectivement, les hôpitaux ne sont pas riches, on le sait, c'est un des grands problèmes. Enfin, les hôpitaux ou établissements de santé, en général, ne sont pas riches. Le privé a d'ailleurs la même, j'imagine, la même posture que le public, non ? Le privé est dans la même situation, parce que de toute façon, ces tarifs ne sont pas libres, ils sont fixés finalement par l'État. Alors, c'est une question effectivement de ressources, mais c'est comme partout une question de gaspillage, de mauvaise utilisation. L'entreprise a souvent fait son re-engineering, l'hôpital pas encore. Nous sommes en retard, on a des visions complètement différentes. Faire le bilan carbone d'une intervention chirurgicale, on a réalisé ça il n'y a pas très longtemps, c'est une approche complètement nouvelle finalement qui a généré 25% d'économie finalement sur l'acte lui-même. Mais c'est un angle qu'on n'a pas du tout l'habitude d'imaginer, surtout dans ce monde de la santé. Et pourtant, dans le plan hôpital patient, santé patient territoire, qui a quand même fait beaucoup de bruit, il y avait un volet hôpital in green, enfin il y avait vraiment un volet développement durable. Oui, il n'y a pas aujourd'hui un seul CHU qui n'ait pas inscrit le développement durable dans sa stratégie. Vous regardez tous les projets d'établissement. Puis derrière tout ça, il y a aussi une petite obligation. Tous les établissements sont certifiés par la Haute Autorité de Santé. Et dans la certification, il y a 45 items qui portent uniquement sur le développement durable. Donc il y a une obligation. Mais ensuite, il y a vraiment aujourd'hui un démarrage important d'établissements qui deviennent de plus en plus citoyens. Car on retrouve derrière, peut-être le pendant, c'est que les actions qu'on mène redonnent de la valeur au métier. On n'est plus tout à fait dans ce que l'on faisait avant, le geste technique. Mais on a aussi peut-être une vision de plus en plus citoyenne. Le tri des déchets, on le fait chez soi naturellement parce qu'on est citoyen. À l'hôpital, on s'en moquait un peu. Aujourd'hui, ça devient systématique de plus en plus. Alors, ne serait-ce que les cartons. Et moi, la relation que je veux avoir ici avec les industriels, c'est justement de comprendre leurs difficultés, mais aussi de réduire finalement en priorité les emballages. Le conditionnement, les emballages. Oui, en priorité. C'est pour nous un drame aujourd'hui. On va revenir avec vous, parce que vous avez des exemples tout à fait édifiants. Zélie, sur votre magasin, on va prendre l'exemple du magasin d'Aéroville, mais enfin les magasins CA. Quels sont les grands domaines? Et Sophie parlait de prioriser par rapport aux cibles HQE. Alors on ne va pas y revenir, mais prioriser, on sait que c'est grosso modo l'énergie, les déchets, la qualité de l'air, la qualité de l'eau aussi, parce que dans des alors à l'hôpital c'est beaucoup plus prégnant, dans la distribution un petit peu moins. Quelles sont les actions que vous avez menées et les économies que vous avez pu réaliser? Est-ce que vous avez des premiers retours, non pas sur investissement, mais des retours d'expérience? Alors, on a 3 grandes démarches, 3 gros pavés. Le premier, ça va être tout ce qui est éco-gestion. Donc, effectivement, réussir à limiter notre consommation énergétique. On est exactement dans la même problématique. L'électricité ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, si on laisse en l'état actuel nos consommations, on va se retrouver avec un budget de charge au niveau des factures énergétiques. Sachant quand même, premier point d'arrêt, c'est que si on fait ce constat versus la démarche marketing, dans un magasin, quand on achète des vêtements, on a besoin de voir les vêtements, on a besoin d'avoir une mise en scène, entre guillemets. Donc ça, c'est des choses que vous modifiez, même si ça ne va pas forcément dans l'intérêt non pas du client, mais dans votre intérêt à vous? Alors, heureusement pour nous, il y a quand même une évolution technologique qui nous aide. Avec les LED, bien sûr. Avec la LED notamment, mais il n'y a pas que la LED. Nous, aujourd'hui, on n'est pas encore complètement prêt à basculer en full web, mais au niveau des éclairages plus classiques, il y a des éco-lampes très performantes qui nous ont permis de baisser la consommation de nos magasins de manière conséquente. Aujourd'hui, on arrive à respecter le cahier des charges du e-buy. On ne savait pas le faire il y a 3 ans. Ça c'est pour un CA tout neuf là, qui vient de s'ouvrir. Mais pour les magasins existants, est-ce que vous faites du revamping? On fait du relamping systématique tous les 3 ans et on est passé d'ampoules à 70 watts à des ampoules à 35 watts. On est passé de tubes néon classiques à des tubes T5. Donc on divise la consommation énergétique. La consommation énergétique, enfin l'éclairage pour un magasin, c'est 50% de la consommation électrique. Donc c'est vraiment un gros travail à faire au niveau de l'énergie. Et on a également, là, on va déployer pour tous les magasins en France en 2014 un système de télérelève parce qu'on a la même problématique que pour les hôpitaux. Aujourd'hui, on a un compteur électrique, on n'a pas de sous-comptage, on ne sait pas exactement dire où ça part. On ne mesure pas. Donc ça, c'est un premier constat qu'on peut faire, c'est qu'à l'hôpital, alors je dis hôpital
l'hôpital, hein, pour faire simple. À l'hôpital, comme dans le commerce, on ne sait pas mesurer. On a effectivement un compteur, mais on ne sait pas, on n'a pas un pilotage qui nous permet de dire aujourd'hui, sur nos 150 magasins, on a consommé tant de kilowatts. Et même pire que ça, on ne sait pas, on n'a pas de système d'alerte pour les dérives. C'est-à-dire qu'on peut avoir une fuite d'eau qu'on n'a jamais remarquée, on peut avoir un magasin qui reste éclairé toute la nuit, on ne le sait pas. Donc ce système de télérelève va nous permettre déjà d'éradiquer tous ces dysfonctionnements, et rien que grâce à ça, on pense faire 20% d'économie d'énergie. Sophie. Dans le commerce et la distribution, en fait, on a, comme dans tous les métiers, des sites très importants. Vous citiez Aéroville, c'est un des plus grands centres commerciaux d'Europe. Pour ce qui concerne les magasins, vous avez des magasins de toute taille. Et effectivement, la problématique énergétique ne va pas du tout être supervisée de la même façon, selon les types d'enseignes, selon les types d'enjeux. Et pour le commerce spécialisé, aujourd'hui, le grand commerce alimentaire a des impacts notamment sur la consommation de froid alimentaire, d'éclairage qui sont très très connus et sur lesquels il y a eu des travaux de longue date. Sur le commerce spécialisé, en fait, on sait très bien que le poste d'éclairage est important, le traitement de l'air est important, mais c'est là où il va falloir qu'on soit les plus astucieux, parce que ce sont les domaines qui ont peut-être été le moins investigués pour le commerce spécialisé. Donc on a des types de problématiques qui sont très différentes. Pour le commerce de proximité, ça va être la même chose que pour le commerce spécialisé. Il y a énormément de choses encore à inventer. Marc, l'énergie, vous le disiez, 13% de la consommation énergétique, c'est ça? C'est énorme. Quelles sont les préconisations, quelles sont les solutions à mettre en place dans des établissements qui sont quelquefois vétustes, avec voilà, peu de marge de manœuvre? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller de l'avant? Alors, déjà, la première chose qu'on a essayé de faire, c'est de trouver un indicateur qui nous permette de mesurer et de comparer. Parce que finalement, à chaque fois, on va dire, voilà, l'hôpital a consommé tant, finalement, de kilowattheures. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? On a donc créé un outil qui s'appelle l'IDD, Indicateur Développement Durable. Il y a 350 questions. Alors, c'est un outil gratuit. Hein, je vous rappelle, nous sommes une association qui appartient aux établissements, à nos 400 adhérents. 350 questions qui permettent un benchmarking, entre guillemets, des établissements. Donc, en fonction que vous soyez un CHU, que vous traitiez votre lingerie vous-même, votre stérilisation, on va ramener ça à la journée d'hospitalisation et on va dire, voilà, vous consommez 500 litres d'eau par journée d'hospitalisation, 800 litres, 300 litres, etc. Il faut savoir, un particulier consomme en moyenne 150 litres. L'hôpital est plus près des 800 litres. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? La deuxième chose, finalement, c'est le partage d'expérience. Celui qui fait 500 litres, il est plutôt très bon, et celui qui fait 800 n'est pas bon. Donc on demande à celui qui fait 500 qu'il nous donne sa méthode pour partager finalement, en sortant de la vision concurrence, en se disant maintenant votre action, elle n'est pas concurrentielle, elle est citoyenne. C'est de l'eau, c'est un produit qui appartient à tout le monde finalement qu'on est en train d'économiser. La démarche se passe plutôt bien. Nos obligations sont peut-être un peu plus complexes. Vous parliez de l'électricité. On a une obligation qui est peut-être différente de ce monde-là, c'est qu'on a l'obligation de continuité quoi qu'il arrive. On ne peut pas rester un quart d'heure sans électricité. On n'éteint pas un hôpital, oui, non, jamais. Donc il y a des obligations derrière qui sont plus lourdes. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur des récupérations d'eau de pluie, même si la législation arrive enfin à évoluer, parce qu'on est un hôpital. Le problème de la Légionnelle, vous le traitez vous aussi avec les tours aéro-réfrigérées, ça a été un grave problème, et on le sait en particulier à Paris finalement, où là aussi il y a des implications fortes. Donc aujourd'hui, le Grenelle impose aux établissements 38%, enfin les établissements anciens, 38% d'économie d'énergie. Nous sommes en train de négocier avec le ministère pour descendre à 20%, c'est absolument impossible. Mais la deuxième solution, c'est de créer un fonds de rénovation hospitalier. On le demande et il n'y aura pas d'autre solution, il n'y a pas de ressources en interne pour l'hôpital pour investir, pour économiser demain. L'argent n'existe pas, donc il faut créer ce fonds, c'est une nécessité absolue. Donc on a une oreille attentive du ministère de la Santé, c'est un bon début, il faut que demain on puisse trouver la ressource. Autre thème, les déchets. Alors les déchets, là aussi, vous avez des points communs. Alors, déchets d'activité commerciale, distribution sont des déchets non dangereux. Les déchets de l'hôpital, il y a aussi des déchets non dangereux, mais il y a aussi des DASRI, des déchets d'activité à risque infectieux. Peut-être d'abord pour vous, qu'est-ce que vous mettez en place pour essayer de limiter, alors déjà limiter le nombre de déchets, l'emballage, le conditionnement, et ensuite, bien évidemment, le faire traiter? Alors, nous, on a de la chance, on fait quasiment que du déchet valorisable. Tout est carton et plastique. On a très très peu de DIB, ça va juste être les poubelles de la cafette des employés. Donc c'est très limité. Maintenant, notre problématique, c'est l'hétérogénéité d'un magasin à l'autre.
On a des magasins en centre commercial où il y a des locaux de pré-collecte et on met tout dedans et c'est le centre commercial qui se charge de valoriser les déchets. Il y a des magasins dans des petites zones où ils sont tout seuls, où on est obligé de passer avec la communauté d'agglomération de communes. Quand on n'a rien, on renvoie les déchets par le camion de livraison des vêtements et c'est traité à notre entrepôt. Donc aujourd'hui, on a vraiment un gros travail à faire pour essayer de trouver sur ces 3 fonctionnements une optimisation et notamment sur les contrats qu'on a en local, d'éviter d'avoir 50 contrats différents et de trouver une organisation avec un prestataire national. Voilà. Mais il y a aussi, et c'est pareil pour tout ce qui est électricité, je pense un gros sujet communication en interne et sensibilisation. Sur les économies d'énergie, par exemple, une fois qu'on aura fait toutes les améliorations techniques, changer les équipements énergivores, on aura peut-être réussi à faire 20-25% d'économie d'énergie. Si on veut aller plus loin, ça ne passera que par la sensibilisation en interne, le top 10 des magasins les moins énergivores du mois ou des choses comme ça. Voilà, challenger. Et ça va être pareil pour les déchets. Sophie, on se croise souvent sur des colloques ADEME, des colloques prévention. Perifem a une action très, très forte dans ce domaine-là. La prévention des déchets dans le domaine de la distribution, dans le secteur de la distribution, c'est quelque chose qui est déjà en marche. La prévention des déchets dans le secteur de la distribution, oui, c'est déjà en marche puisqu'il y a eu un gros travail des enseignes elles-mêmes sur la question des emballages. Alors, Perifem est peu sur la partie en direction du grand public. On est plus sur les emballages secondaires et tertiaires, ceux qu'on utilise dans la chaîne logistique. Et il y a un gros travail qui a été fait avec le développement notamment des marques propres et des approvisionnements propres des enseignes elles-mêmes et qui s'est poursuivi bien sûr dans les relations avec les fournisseurs. Donc il y a ce travail qui a été entamé depuis les années 95. Et puis aujourd'hui, le défi, c'est sur l'optimisation de la gestion des produits alimentaires où il y a une impulsion nouvelle, supplémentaire, européenne et française sur qui le a été donnée gaspillage. sur la réglementation. Alors pas sur la notion de gaspillage qui va concerner le grand public, mais effectivement il y a un travail de la profession sur la notion de gaspillage avec le ministère de l'agroalimentaire, mais plus aussi sur l'optimisation des chaînes de distribution encore, même si on n'est jamais à l'abri des aléas sanitaires, logistiques, etc. On a des enjeux forts pour continuer de limiter la production de ces déchets. Alors voilà pour, je dirais, pour l'aspect prévention. Le secteur a aussi développé beaucoup la réutilisation d'un certain nombre de supports logistiques et je pense qu'aujourd'hui le défi c'est aussi de réutiliser un certain nombre d'équipements. J'ai des voisins sur Polytech qui sont Écosystème et Recilum qui se lancent dans la gestion des 3E professionnels et j'explique régulièrement qu'il y a déjà une bonne connaissance des marchés des équipements à avoir et un fort potentiel de réemploi sur les marchés des équipements professionnels. Marc, les déchets à l'hôpital. Alors on a, je disais, des déchets non dangereux et des déchets à risque. L'hôpital est un formidable producteur de déchets et même si je ne suis pas un spécialiste, c'est un secteur dans lequel on a du mal à limiter, à réglementer, à dire non, ça il faut pas, parce qu'il y a des impératifs de santé publique. On est un petit peu emporté par la vague qui fait que pour agir, pour opérer, enfin vous le disiez tout à l'heure, on est obligé de produire des déchets. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner justement de points sur lesquels on pourrait agir pour améliorer les choses? Oui, alors c'est 800 000 tonnes. Ça c'est la production d'ASRI, donc déchets d'activité de soins à risque infectieux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est de 450 € à 1 600 € la tonne de traitement. Donc on s'imagine bien qu'il y a déjà une disproportion sur le territoire national qui est un peu inquiétante, il y a des économies à faire. Ensuite, il y a eu une politique française du tout usage unique. Ça a été une approche purement hygiénique, etc. On commence finalement à se reposer certaines questions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple dans la stérilisation, on a un double emballage en France. Ça n'existe qu'en France. Et on n'arrive pas aujourd'hui à casser ce double emballage, simplement on met l'emballage à la poubelle. Derrière ça, il y a du lobby, il y a tout ce que l'on peut imaginer. Il va falloir qu'on m'explique demain et on va déclencher une petite guerre contre cela. Mais il y a aussi des processus qui sont de plus en plus pragmatiques. On a favorisé par exemple une entreprise allemande qui, sur des lames à usage unique, des lames de scie, vous savez, on vous scie les os de temps en temps en orthopédie, a proposé plutôt qu'une lame à usage unique, une lame à usage multiple, on l'utilise 3 fois. Donc on est parti vraiment de la conception jusqu'à sa 2e vie de cette lame, et là la 3e vie finalement,
Donc c'est moins d'utilisation de matières premières, 3 fois moins. C'est un coût qui est de 45 € au lieu de 30 la lame à usage unique, donc on se rend très vite compte. C'est aucun risque pour les salariés qui vont manipuler et qui vont faire la stérilisation. Et donc c'est aujourd'hui une entreprise qui est en train effectivement, je vais dire, de s'emparer de tout le marché hospitalier. Et c'est des économies énormes dans tous les blocs qui font de l'orthopédie. Donc c'est que du bon sens, et je ne cesse de le redire, ce qu'on retrouve souvent chez nous, c'est finalement le bon sens. La CAP est présente sur le salon Polytech. La CAP, c'est la centrale d'achat de l'hospitalisation publique et privée. C'est plus de 15 milliards d'euros d'achat. Et moi, j'aime bien dans la notion de bon sens, celui qui paye commande. Et donc la CAP a commencé, on les accompagne dans cette démarche, à mettre des indices verts pour les fournisseurs. Et dans l'indice vert, finalement, la première des bases, c'est de s'engager à réduire de 5% ces emballages tous les ans. Vous savez, il y a des gens qui aujourd'hui s'amusent à filmer des palettes. Je dis s'amusent parce que quand vous recevez la palette, il y a une telle quantité de films, c'est tellement ennuyeux à défaire. Il y a un moment, il va falloir se poser les bonnes questions. Quelle est la quantité maximale? Est-ce que c'est absolument nécessaire? Il y a donc la taille des emballages et on est tout à fait d'accord à entendre l'industriel qui nous dit « Mais attendez, je n'ai qu'une chaîne d'emballage, donc que vous me commandiez 100 grammes ou 15 kilos, ça va dans la même boîte. » Le problème est là. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait la volonté demain de le résoudre. Aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. Et moi, je ne cesse de prêcher ce que nous faisons aujourd'hui. Finalement, c'est un rapprochement avec le monde industriel, comprendre les difficultés de chacun, mais on ne peut pas continuer, nous, à générer et à payer autant. Par contre, l'imagination est en train de se mettre en place. Vous avez parlé de déchets alimentaires. La loi va imposer, l'hôpital, c'est le premier restaurant de France. C'est 20 millions de repas servis tous les jours. Obligation de traiter nos déchets fermentés cibles, donc les déchets repas, à partir de 15 tonnes. C'est en moyenne 120-150 grammes par repas, les multiplications sont vite faites. Professionnels, oui. Voilà, et ça va vite concerner à peu près tout le monde. Il va falloir payer à partir de 2015 pour cette filière. On a imaginé dans certaines régions de regrouper tout l'établissement, et c'est un peu l'intérêt du C2DS aussi, 7000 tonnes sur une région de récupérer, et là l'industriel nous dit « moi je vous les rachète ». Et je fais la massification. Voilà, et on a une approche complètement différente. Ce pour lequel on devait payer devient demain une forme de richesse. Mais le pire, c'est qu'on a trouvé dans nos dasseries des métaux rares et des métaux précieux qui étaient mis directement à la poubelle pour des sommes impressionnantes. Je cite un établissement à Toulouse, 50 000 € de récupérer dans la poubelle, sur des petites sondes cardiaques. Voilà. On n'a pas encore cette culture et cette manière systématique de se poser la bonne question en amont. Et même l'industriel, finalement, devrait dire j'ai peut-être tout intérêt à le récupérer finalement à moitié prix, à le réutiliser. Alors que les Allemands ont un système bien plus évolué que le nôtre. Mais ce tout usage unique qui a été vraiment prôné, et nos hygiénistes ont été à un moment, ont beaucoup poussé la consommation, n'a fait que. Et c'est vrai que dans des interventions comme la cataracte, tout est à usage unique de manière spectaculaire. Il y a de bonnes questions à se poser. On sait aussi qu'il y a de forts lobbies. Vous l'avez souligné, qu'il n'y a peut-être pas dans la distribution. Il y a de forts lobbies dans le monde de la santé, les labos, les fabricants de matériel médical à usage unique. Et effectivement, c'est peut-être plus difficile de changer des mentalités. Oui, Sophie Gillier, vous vouliez rajouter un mot? Oui, sur les déchets, très clairement, on sent bien qu'on est en train de passer quand même à une nouvelle approche pour les entreprises, parce que les hôpitaux comme les commerces, je dirais, leur activité quotidienne fait et les responsabilités des chefs d'établissement font qu'ils n'ont pas toujours le temps à consacrer à la recherche de solutions. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la réglementation est telle et puis les budgets déchets sont tels qu'il faut absolument trouver des voies d'optimisation. Et aujourd'hui, pour faire face à toutes les contraintes que nous avons, parce que plus nous multiplions le tri dans nos établissements dont on pousse les murs tous les jours pour pouvoir travailler, plus les contraintes sont fortes en interne, plus il va falloir trouver des solutions à valeur ajoutée, comme le dit monsieur. Il va falloir aller regarder dans les productions de matières qu'on a, ce qui a une vraie valeur, et je pense que ça déplace totalement la vision qu'on va avoir demain sur la gestion des déchets. Je voudrais qu'on aborde le volet santé. Et alors je vais revenir vers vous, Marc Wasilewski. En préparant cette émission, vous me disiez un exemple de déchets, les solutions hydroalcoolisées qu'on a à l'hôpital, elles se sont multipliées ces dernières années, qui ne sont pas tout à fait neutres pour la santé et pour l'environnement. Alors, elles sont à la fois pas tout à fait neutres. J'ai un médecin du travail qui interdit l'utilisation de la solution hydroalcoolique pour les femmes enceintes. On sait que ça passe la barrière de la peau. Mais on sait aujourd'hui qu'il existe des solutions sans alcool. Difficiles à promouvoir, comme vous le disiez, derrière. Mais ce qu'on a oublié finalement, et là on voit bien la notion santé, hygiène spécifique, on a oublié le contenant dans nos établissements. Donc le contenu est bien, indiscutablement, je ne vais pas remettre en cause les solutions hydroalcooliques, ça a été une forte avancée. Sauf que le contenant, on en fait quoi? On n'a jamais expliqué, donc on l'a mis dans les DAOM, mais pas du tout. C'est aussi un déchet qui mérite un traitement spécifique. Actuellement, il est jeté de manière tout à fait banale. Et c'est là où c'est dommage, c'est que
depuis la conception de ce produit, on n'a pas eu le côté pragmatique de se poser toutes les bonnes questions. Et aujourd'hui, on est face... On a un souci énorme, par exemple, ce sont les eutectiques. Alors, eutectiques, c'est un mot qui vous paraît barbare. Ce sont simplement les blocs de froid que vous utilisez tous pour mettre dans vos glacières. Beaucoup de médicaments, de produits se transportent finalement dans une chaîne de froid. Et vous avez des établissements qui ont des bennes entières d'eutectiques. Alors au départ, vous en donnez au personnel, c'est sympathique. Vous allez alimenter le camping du coin et ensuite, votre benne est toujours pleine. Que faire de ces qui contiennent des produits chimiques dangereux? Il n'y a pas de solution, si ce n'est de revoir ensuite vos systèmes de livraison. Probablement demain d'avoir des petits véhicules adaptés qui vont garantir en plus la chaîne du froid peut-être d'une manière plus efficace. Mais aujourd'hui, on est finalement sur une solution qui a été simple, sauf qu'au bout de la chaîne, ben voilà, vous avez... Donc si vous avez besoin demain pour votre glacière, n'hésitez pas, faites appel, on va vous en donner autant que vous en voulez. La qualité de l'air à l'hôpital, vous me parlez tout à l'heure d'un exemple, bon, bien sûr malheureux à Pompidou il y a quelques années. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de l'air dans les établissements hospitaliers de santé? Nous, on conseille fortement d'ouvrir un carnet sanitaire de l'air. Donc il y a deux éléments. Il y a le bloc opératoire. Bloc opératoire où l'air est filtré, il y a effectivement une hygiène spécifique avec des recommandations très claires. Et puis il y a les chambres, il y a la vie de tous les jours. Et là, il ne se fait pas grand-chose. On a commencé une campagne de mesure depuis 2 ans. Et on a surtout lancé donc une campagne alors, qui va à la fois sur la qualité de l'air et la réduction de nos gaz à effet de serre, qui s'appelle Tout Forten, qui est soutenue par le ministère de l'Environnement, dans lequel on va essayer d'apprendre un certain nombre d'éco-gestes finalement, de gestes simples la plupart du temps, de bon sens, mais on se rend compte que la pollution elle est à l'intérieur et on est surpris de trouver des résultats mais alors assez dramatiques dans des salles de réunion. Je dis quelquefois en plaisantant dans le bureau du directeur, probablement qu'il y a beaucoup de tension dans ce bureau-là finalement. Mais derrière, quand on parle effectivement de mobilier avec des formaldéhydes, quand on parle... Alors, on va organiser bientôt une journée sur l'éco-maternité. L'idée, c'est de faire passer le message à toutes les futures mamans. C'est de dire arrêtez de peindre immédiatement la chambre de bébé pour l'arrivée de bébé sans vérifier la qualité de votre peinture. Arrêtez d'acheter un mobilier qui finalement vous paraît très joli mais qui derrière est extrêmement émissif. Faites attention à tout ce qui est aggloméré. L'aggloméré, c'est aussi des cols c'est des formaldéhydes. Et vous allez mettre votre bébé finalement dans un environnement qui est extrêmement malsain. On parle beaucoup d'économie de chauffage, donc on diminue fortement le renouvellement d'air. La pollution, elle est dedans, elle n'est pas dehors. Si vous diminuez le renouvellement d'air, on arrive à confiner les enfants. Une situation dramatique aujourd'hui, l'asthme coûte 1 milliard d'euros à la sécurité sociale et tous nos enfants sont asthmatiques. Alors il est grand temps de se poser les bonnes questions, de revenir, mais là aussi il y a du bon sens. Donc plutôt que le berceau sophistiqué multicolore, allez chercher le vieux berceau dans le grenier de grand-père et de grand-mère. Il y a longtemps que le vernis est sec, celui-ci craint rien, il a peut-être même une autre valeur sentimentale, peut-être qu'on vous y a bercé dedans. Revenir à ce bon sens et arrêter de se précipiter sur toutes ces choses. Alors le marketing a un pouvoir fort sur nous. Sauf que quand ça doit jouer sur notre santé, je parle souvent des sols collés, j'aime bien y revenir. On accompagne aussi une société allemande qui s'appelle Nora. J'aime bien en faire la promotion parce que ces gens-là sont allés au bout de la démarche. Je dis toujours que chez nous, les crèches sont publiques pour la plupart. Qui dit public dit effectivement marché public. Dit moins 10 ans, donc on met des sols collés qui sont souvent très beaux, même magnifiques. Il y a des éléphants, des papillons. Sauf que ces sols collés, vous mesurez 1m80, c'est pas très grave. Votre enfant, pendant 3 ans, vous le mettez à respirer des formaldéhydes. C'est que du bon sens, il faut sortir de ça. Alors ça vient, bien sûr, maintenant on commence à faire des mesures, on se rend compte qu'il faut arrêter. Sauf que, voilà, vous avez alors l'Allemagne qui pousse beaucoup avec des certifications comme l'Ange Bleu qui sont vraiment très très poussées. Un peu de frilosité chez nous en France, mais inéluctablement, la démarche est en route. Donc on a assez confiance dans le système. Mais revenir à du bon sens, à un tout petit peu de réflexion, c'est ce qui nous manque. Et nous, on veut la partager avec les industriels. L'idée, c'est pas de leur rendre la vie impossible. On l'a vu avec le bisphénol A, où on a été plutôt... Oui, mis à l'index en disant qu'est-ce qui nous casse les pieds. On est passé du A au B d'ailleurs. Oui, du A au B au D. On en parlera ensemble. Au bisphénol S d'ailleurs, qui est encore plus dangereux finalement. On en parlera vendredi ensemble. Dans les produits de substitution. Donc l'objectif, c'est pas ça. C'est simplement de se dire, voilà, peut-on faire mieux demain et comment s'y prendre pour qu'effectivement le pilier économique soit aussi valorisé. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de durabilité sans équilibre économique. On en a bien conscience. Zélie, la qualité de l'air dans... Alors, bien évidemment, vous êtes souvent intégré dans des centres commerciaux, donc vous n'êtes pas forcément responsable de tout ça, mais une question simple, est-ce que finalement, dans ces grands centres commerciaux, on parlait d'Aéroville, mais il y en a tellement d'autres, surtout dans la région parisienne, est-ce qu'on respire bien Heureusement, heureusement, parce qu'avant tout, on doit un accueil... un confort à nos clients. Donc les centres commerciaux, c'est que 30% de notre parc à peu près. Donc on a beaucoup de magasins en retail park ou en centre-ville qui sont complètement autonomes en production d'air. On a des prestataires multitechniques par région
Et on a mis en place avec eux tout un contrat garantie de résultat avec des gammes de maintenance qui nécessitent un changement des filtres à une certaine périodicité, de la mesure de la qualité d'air. Donc ça, c'est contrôlé. Et vous, en tant que responsable département construction et maintenance, vous veillez particulièrement à ce que les fournisseurs observent ces règles? Oui, parce qu'on a mis en place toute une GMAO qui est imposée à l'ensemble de nos prestataires avec les gammes de maintenance qui sont rentrées dedans et on a des indicateurs qui nous permettent de vérifier que toutes les gammes de maintenance sont bien réalisées en temps et en heure. Donc on contrôle par ce biais-là. Ça ne concerne pas que la qualité d'air, hein, ça concerne tout aussi l'aspect sécurité incendie, enfin voilà, tout ce qui peut se passer dans un magasin pour que nos clients puissent rentrer et ressortir du magasin dans le même état qu'ils sont rentrés et sans avoir attrapé de microbes au passage et qu'ils aient pu avoir l'éclairage correct, la température correcte, enfin voilà, le meilleur confort possible pour nos clients. Alors, vous avez démontré par ce débat qu'il existait véritablement des points communs entre le commerce et l'hôpital, enfin la distribution et l'hôpital, et entre le commerce et la santé. On aurait pu parler aussi du transport, mais bon, on pourrait rester 1 heure autour de la table. Le transport qui pour vous est très impactant, pour l'hôpital n'en parlons pas, on livre constamment les hôpitaux. Moi, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que finalement, sur Polytech, on avait la ville durable et l'industrie durable l'an dernier. On a cette année la ville durable, l'industrie durable et l'hôpital durable, vous l'avez dit, avec des exposants. Donc c'est une nouvelle thématique qui est ouverte et on peut peut-être suggérer à l'organisateur, Henri d'Exposition, qui organise Polytech, pourquoi pas de faire à Lyon ou peut-être dans 2 ans à Paris, eh bien, un village, une thématique sur, non pas le commerce durable, parce qu'on pourrait peut-être le confondre avec le commerce équitable, mais la distribution en général, la distribution durable. C'est une idée lancée, peut-être que vous aurez un coup de téléphone de la part des organisateurs de Polytech. Merci à vous pour être venus sur ce plateau. On va se quitter quelques instants et on reviendra dans une quinzaine de minutes pour une nouvelle émission. Merci.